discours de clôture de ce congrès national de la libre pensée. Évidemment, compte tenu de la passation qui s'est déroulée, je tenais d'abord à vous dire que je mesurais assez pleinement l'honneur, mais surtout l'immense responsabilité que vous avez choisi de me confier. En réfléchissant un peu à ce que j'allais dire, je me souvenais que le premier travail que j'ai fait avec la libre pensée, c'était de participer à la rédaction de l'appel des laïcs en 2016. Et nous en avions jeté les premières lignes dans la salle Marc Bourdelle, avec Jean-Marc Schiappa et Christian Echen. Et ça a été pour moi déjà une rencontre avec des camarades qui, malgré leur réputation rigoureuse, étaient tout à fait enclins à mettre dès le départ de côté les points de divergence pour faire avancer la cause commune. Et je me souviens que dans la recherche des différents signataires, on a été surpris parfois de certains refus qu'on n'attendait pas, ou d'autres. Et Christian disait que l'union est un combat, et qu'il faut souvent parfois savoir faire la part de ce qui est essentiel dans un combat et de ce qui est accessoire. On écrivait alors, c'est peu de choses de dire que la laïcité va mal, malmenée, manipulée, vilipendée. On n'ose plus s'affirmer laïque par peur des amalgames et des contresens. Principe de paix, elle était devenue sujet de discorde. Principe d'unité par-delà les différences, on lui assigne des fins identitaires. Et je crois qu'aujourd'hui, on est encore dans la même situation. C'est que les débats sur la laïcité dans l'espace public nous confinent justement à remarquer cette tension, cette impossibilité aujourd'hui à parler de la laïcité de manière apaisée. Et la laïcité, c'est un peu comme l'affaire Dreyfus, dans la caricature de l'assiette au beurre. Vous savez, il y avait la famille à table, ils n'en parleront pas, et après ils en ont parlé. Et aujourd'hui, on a vraiment du mal, en rationaliste, à faire parler de la laïcité. Je prends donc la suite de nombreux camarades qui m'ont précédé, dont on a parlé, et plus singulièrement Jean-Sébastien, qui a déjà fait allusion à la fois à nos divergences, et les lecteurs les plus attentifs de La Raison ont vu que nous avons échangé sur la question de la science. Mais par-delà ces échanges rationnels et amicaux, on remarque que dans la libre pensée, nous avons la capacité justement à parler librement, et c'est assez rare désormais dans les organisations que nous côtoyons. Nous avons pu aborder des sujets extrêmement tendus, affiner nos communiqués sur la question du conflit israélo-palestinien, affiner nos remarques sur tel ou tel élément du débat, allant très loin dans la discussion, alors que dans la plupart des autres organisations, la moindre divergence vaut anathème, voire exclusion, et que nous ne pourrons pas le faire. La libre pensée commence donc d'abord par la libre pensée dans la libre pensée. Et cet élément est extrêmement important à conserver. On a parlé d'une succession, d'un passage des témoins. J'aimerais vous dire d'abord que j'espère ne pas être un témoin, ne pas être sur le côté, de ne pas regarder les choses se passer, parce que la libre pensée est une œuvre commune, une construction commune à laquelle chacun doit apporter sa pierre. Je le ferai, mais nous le ferons ensemble, puisque la libre pensée, quand on voit l'immensité des archives que l'IRALP essaie de nous refiler à chaque congrès, c'est quand même toute une tradition qui remonte à loin, qui remonte aux Lumières, qui remonte au Printemps des Peuples en 1948, à la Commune de Paris. Il y a tant d'autres luttes qui ont toujours impliqué des mouvements collectifs. Nous aspirons à l'émancipation de l'humanité par la raison, par la pensée, par la science. Nous savons, contrairement aux chrétiens, que l'humanité ne s'est pas faite d'un claquement de doigts, fiat lux, et que son émancipation demandera beaucoup de travail. C'est donc peut-être la seule transcendance qui existe dans le monde, le combat commun pour l'émancipation. Je prends cette charge donc comme un mandat collectif auquel je convie chacun et chacune d'entre vous à participer pour continuer ces 2 siècles de combat pour la liberté absolue de conscience et la défense de la laïcité sans concession. Je tiens maintenant à dire quelques mots évidemment sur ce congrès et commencer d'abord par remercier. C'est très perturbant de lire avec un micro parce que ça fait doucher. Donc on va essayer de trouver. Le choix de Carbo était quand même plutôt bon.
D'abord parce que c'est l'esprit de Jaurès, les luttes des mineurs. On a parlé aussi de la commune de Carmaux. Donc je remercie peut-être collectivement l'ensemble des camarades qui ont participé à cette organisation. Je ne vais pas citer de nom, à part Sylviane, qui du matin au soir me rappelait à chaque instant ce qu'il fallait faire. Et la tâche était dure, rude, vu que les libres penseurs sont d'abord des libres penseurs, et donc ils n'en font qu'à leur tête. Elle confirme. Donc, je voudrais qu'on remercie l'ensemble des camarades qui ont participé à l'organisation de ce congrès, les camarades du Tarn. Les camarades aussi qui font vivre la fédération, à la librairie, l'organisation administrative et matérielle de tout temps. Je remercie aussi les autres membres de la CAN qui ont joué un rôle extrêmement important dans la préparation des textes, mais aussi du planning de ce congrès, qui ont assuré la bonne tenue des débats. C'est aussi un travail important pour qu'un congrès se déroule. Et puis, un petit mot aussi, puisqu'on a des camarades qui ont assuré un peu la sécurité de ce congrès. Alors, j'ai une sympathie particulière pour les camarades qui s'engagent dans la sécurité des organisations, mais je tiens aussi à dire un peu plus sérieuse que si ce que nous analysons est vrai, c'est-à-dire que si la violence politique et la violence d'extrême droite, qu'elle soit française ou israélienne d'ailleurs, continue à augmenter, nous devrons avoir une attention plus particulière aux questions de sécurité sur un certain nombre de nos meetings, réunions, etc. On ne fait pas vivre une fédération comme la nôtre sans une application militante collective. Jaurès nous disait qu'il ne peut y avoir de révolution que s'il y a une conscience. Moi, j'ajouterais en matérialiste, ce que n'était pas Jaurès, j'ajouterais en matérialiste qu'il ne peut pas y avoir de conscience sans des hommes et des femmes qui s'engagent, et qu'un congrès, c'est d'abord une présence militante dans les commissions, mais aussi d'ailleurs dans nombre de discussions un peu inopénées que nous avons pu avoir dans les couloirs, au bar, où beaucoup de choses avancent, et que la tenue d'un congrès, c'est pas simplement des textes, c'est aussi un moment de rencontre et d'échange où nous pouvons faire état de nos différentes activités, idées, de nouvelles idées surgissent alors qu'elles n'étaient pas prévues dans l'ordre du jour. Ce congrès l'a démontré, notre fédération est vivante, active, multiple dans ses différentes opérations. Je ne vais pas faire une synthèse de l'ensemble des rapports des fédérations, puisque Christian nous signalait que ce n'était plus le rôle de la Fédération nationale. Néanmoins, je voudrais pointer un certain nombre de choses qui ont été dites pendant ce congrès. Nous avons d'abord montré combien nos fédérations étaient extrêmement présentes auprès des mouvements sociaux, des luttes, des travailleurs, des mineurs isolés, des sans-papiers, et auprès de la solidarité internationale avec notre présence extrêmement importante pour dénoncer le génocide à Gaza. Nos prises de position ont un coût. On l'a vu, agir aujourd'hui, défendre la solidarité internationale, se heurte de la répression. Bien des camarades ont montré qu'il y avait eu des tentatives d'intimidation, d'interdiction des rassemblements, et que si nous nous référons à la Déclaration des droits de l'homme, nous devons faire vivre l'article 11, qui dit que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et la défense de la liberté de manifester est un des éléments centraux de la liberté de penser, parce qu'il ne suffit pas de penser, il faut pouvoir manifester ses pensées, les échanger et les confronter au débat public. Nous devons donc continuer à faire appliquer cet élément central de la Déclaration des droits de l'homme. L'écoute des interventions des camarades a montré l'extrême multiplicité des actions. Nos fédérations, nos militants sont intervenus dans des écoles, des lycées, ont ouvert des expositions, monté des conférences, mais aussi utilisé de nouveaux moyens de communication. Vous avez entendu parler de plusieurs chaînes vidéo YouTube, de collectifs citoyens, tout en restant fidèles à nos éléments de mobilisation habituels, le 11 novembre,
le rassemblement mouvement pacifiste, quand, avec l'orphelin de Jean Sioux, nous clamons « Maudite soit la guerre », qui devrait s'entendre aujourd'hui. Il faut continuer à partager ces éléments et à les échanger entre les fédérations. La commission de développement hier a fait quelques propositions. Nous avons entendu que la possibilité d'avoir des échanges entre fédérations sur les pratiques que nous avons était un élément appréciable et qu'on ne peut pas laisser simplement en rencontre tous les ans, comité général et congrès, mais qu'on doit pouvoir peut-être trouver un moyen de mieux diffuser les initiatives des uns et des autres. Grâce à cette multiplicité d'initiatives, plus nous participons à des collectifs, plus nous nous faisons connaître, plus nous pouvons éventuellement accueillir de nouveaux membres. La libre pensée attire, elle convainc, elle discute, elle est peut-être une boussole dans le brouillard un peu qui concerne aujourd'hui la laïcité pour beaucoup de nombre. Nous sommes donc une organisation qui recrute par la force de ses idées, mais aussi de ses actions, même si la question des effectifs est également posée. Et puis la Fédération nationale de libre pensée, c'est aussi des RELP. On a entendu hier à l'Assemblée générale l'étendue de l'activité accomplie, mais aussi les nouveaux projets importants dans la nature, et de rendre plus visible et plus accessible la libre pensée. Toute cette activité se déroule cependant dans un climat d'attaque permanente. Alors, certaines associations amies ne le sont pas. L'obscurantisme, le fascisme, le cléricalisme engendrent des répressions de plus en plus importantes. Des préfets zélés, on l'a dit, ferment les yeux devant les débordements à la laïcité, les messes, la gonce de messe, les processions, les sigles, les religieux, ne font rien devant les provocations de Ménard, mais se hâtent d'interdire ici une réunion, là un stand, là un rassemblement. Aux États-Unis, le négationnisme scientifique prospère. Trump ou Kennedy câlinent dans le sens du poil le complotisme anti-vax, pendant qu'en France, certains voudraient interdire la liberté de penser et de chercher, notamment en sciences humaines, à l'université. Et Sébastien tout à l'heure a dit toute l'importance pour la libre pensée à permettre le développement d'une recherche scientifique autonome. Cette réflexion n'empêche pas que la laïcité soit évidemment à double sens pour nos ennemis. Vous avez vu que le ministre de l'Intérieur et des Cultes, M. Retailleau, a participé mercredi à un colloque co-organisé par le Puy du Fou et l'Université d'été de l'Institut catholique de Vendée. Voilà ce que c'est que la garantie de la laïcité. D'ailleurs, il y a eu une messe à l'ouverture de ce colloque, alors pas en présence du ministre, mais elle a eu lieu. Quand d'autres, comme Gabriel Attal, essaient de transposer sur la scène politique des propositions moyenâgeuses, comme la suppression du vêtement religieux dans l'espace public. Attal, d'ailleurs, qui ce matin s'est fendu une nouvelle idée, puisqu'il trouvait que pour lutter contre la violence sur Internet, il fallait mettre les vidéos en noir et blanc. Je pense qu'il aurait pu aller plus loin et proposer un retour au Minitel. Le gouvernement a préparé une loi fin de vie, mais à force d'accommodement avec les cultes, on voit qu'elle est vidée de son contenu le plus important. Or, la laïcité, c'est d'abord l'affirmation que les dogmes ne doivent pas intervenir dans la discussion politique. Et donc, on a ici une forme de, ce qu'on disait tout à l'heure, de tolérance. C'est-à-dire que l'Église, les cultes, continuent d'intervenir dans le débat politique et de s'arroger ce qui est autorisé ou pas. Mirabeau disait que la liberté de conscience est un droit si sacré que le nom même de tolérance paraît tyrannique. Il faut le dire à tous ces partisans d'un accommodement avec les religions que nous ne voulons pas la tolérance, mais la liberté de conscience entière, absolue et non négociable. Ce congrès a aussi été placé sous l'égide de la paix, avec la résolution internationale, mais aussi avec les 4 discours que nous avons entendus à Carmaux. Carmaux, où la statue de Jean Jaurès doit nous rappeler ce qu'il disait devant la Chambre des députés en 1895. Ça a été répété plusieurs fois par les discours, donc je l'ai bien entendu et je l'ai mémorisé. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Et en effet, c'est le cas de notre période contemporaine.
L'Ukraine, la Palestine sont chaque jour sous les bombes. Les États-Unis, en déclin industriel et économique, cherchent à compenser leur faiblesse par la force militaire et rêvent déjà d'un affrontement avec la Chine, tant d'y entraîner les peuples européens qui ont déjà si chèrement payé un tribut à la guerre. Mais ces tentatives de guerre extérieure s'accompagnent toujours d'une militarisation intérieure. On l'a vu avec le projet de service national universel qui veut embrigader la jeunesse, et même s'il a un peu de plomb dans l'aile, il va sans doute revenir par la fenêtre, tandis que sont votés des budgets pharaoniques, non seulement au niveau de l'État, mais on l'a vu également parfois par certaines régions, pour les dépenses militaires. Plus de mirages, moins de canadaires, je crois qu'ils ont tout compris aux enjeux de l'époque, et comme le disait encore Jaurès, c'est l'international des obus et des canons qui s'exprime aujourd'hui. À cet international des obus et des canons, nous opposons l'internationalisme des consciences libres, des travailleurs et des peuples pacifistes. Maintenant, notre congrès nous a donné des pistes concrètes d'action et de travail. Plusieurs fédérations ont indiqué comment ils tentaient d'entrer de nouveau dans le monde scolaire. Il faut en effet investir la formation des enseignants pour ne pas laisser le blanquerisme printemps républicain compatible donner cette vision réactionnaire de la laïcité. Il se joue là un élément essentiel de notre volonté de faire de l'éducation populaire, parce que la laïcité doit être enseignée telle que nous la concevons comme liberté de conscience et de culte, et non pas comme une forme de culture, voire une nouvelle religion. Certains ont indiqué d'ailleurs que le travail avec le CDI permettait une entrée dans les établissements qui permettra de promouvoir nos idées et nos conceptions. Nous préparons également, on s'est réunis en congrès, à une grande exposition sur la laïcité. Alors c'était une demande de la Bourse du Travail de Paris que la Fédération nationale de Libre Pensée fournisse une exposition qui sera dans le grand hall de mi-novembre à mi-décembre. Mais nous avons décidé de travailler particulièrement à cette exposition pour qu'elle ait une belle gueule, c'est une vraie exposition qui soit ensuite à la disposition des fédérations, qui pourront l'utiliser lors de rencontres, lors de présentations, lors de conférences, etc. Et il y aura deux supports, un support facilement transportable, non pas des plaques de marbre, mais plutôt sous le format un petit peu là de cette affiche du Chéri de la Barre qui permet de tenir dans un sac, et également en format numérique, qui permet parfois dans certains établissements qui sont équipés de les diffuser directement pour pouvoir les commenter lors d'une présentation. Plusieurs fédérations nous ont aussi montré combien le contact avec les élus, à la fois les élus municipaux et les élus nationaux, était important. Il faut multiplier ces opérations. Le combat pour la laïcité doit devenir une exigence publique, politique, pas un folklore uniquement en décembre, et interpeller régulièrement les députés et les élus. Nous préparerons une forme de questionnaire à l'occasion des municipales qui permettra de clarifier les positions et d'interpeller les candidats. Quid du contrat d'engagement républicain? Quid des demandes pluriconfessionnelles d'organiser la ségrégation dans les cimetières? Quelles mesures concrètes pour résister à l'appétit sans fin de l'enseignement catholique de se voir octroyer des subventions légales et extra-légales? Et nous ferons savoir, après rencontre avec ces candidats, leurs réponses, et nous nous mettrons à la disposition des maires élus pour les conseiller dans leurs décisions ensuite. Notre activité passe aussi beaucoup par les publications. C'est une des grandes richesses de la libre pensée, avec l'IREL, l'idée libre, la raison, les arguments, la plume et la pensée, l'émission de France Culture, etc. Nous dépassons très très largement notre cercle de militants habituel. Je crois que Christophe signalait encore qu'il y avait plus de 300 000 personnes qui téléchargeaient le podcast de la libre pensée. Donc on imagine un peu l'étendue de notre influence. Et ces éléments doivent être organisés pour que nous planifions un certain nombre de publications dans le sens de la défense de la laïcité. Nous continuerons évidemment, avant tout, la bataille pour la sortie du financement de l'école privée. L'abrogation de la loi Debré n'est pas un slogan nostalgique, c'est un objectif concret, actuel et combien nécessaire. Les éléments récents, Stanislas, Bétaram et la suite, ont largement contribué à remettre la question sur le tapis. Machiavel disait que la vertu du prince est de savoir saisir l'occasion. J'ai l'impression que parmi les associations, syndicats,
mouvement politique qui se réclame de l'abrogation de la loi Debré comme de Litanie ou de la défense de l'école publique sans plus mentionner l'abrogation de la loi Debré. Beaucoup se croient les princes dans leurs organisations qui n'ont pas su saisir cette occasion-là. Il faut continuer à marteler que nous avons, nous, un plan rigoureux de sortie de l'enseignement privé. Parce qu'on le doit, nous le pouvons. Enfin, notre meeting international des 10 et 11 octobre à Grenoble et Lyon permettra de dénoncer les crimes de l'Église et s'inscrit également d'ailleurs dans l'ambiance à mettre pour continuer à réclamer la sortie de l'enseignement privé. Dans l'enseignement, le scoutisme, dans les convents, dans les orphelins, partout dans le monde, la violence de l'Église fait l'objet d'une véritable omerta qu'il faut continuer à briser. Tout cela nous mènera au grand meeting unitaire de JAPI à Paris en décembre. Ce sera un moment fort, puisqu'il s'agira de placer les 120 ans de la laïcité sur, comme nous l'écrivions dans notre résolution, entre une loi de liberté et une loi d'exclusion, il faut choisir, de bien marquer quelle est la conception de la libre pensée de la laïcité avec les autres organisations qui participent à ce meeting unitaire. Nos adversaires veulent tordre la loi de 1905. Nous devons rassembler pour la défense intégrale et entière de la loi de 1905. Ce meeting reçoit déjà un accueil bien plus favorable que ce que nous espérions au départ, et ce sera un moment extrêmement fort, plus fort sans doute qu'en 2015. Donc voilà une feuille de route bien fournie, mais précise, qu'il nous faudra tenir. Jaurès nous disait que l'humanité est maudite si pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement. Cela a été répété dans des discours à Carnot. Nous ajoutons qu'elle sera chérie si elle trouve le courage d'émanciper les consciences par l'éducation, de séparer définitivement les églises et l'État, de proclamer la liberté de penser, sans Dieu ni maître. Alors, lors de nos débats, nous avons évoqué bien les exemples d'obscurantisme. On a parlé des États-Unis, on voit prier contre l'évolution, nier les enjeux environnementaux. Mais souvenons-nous qu'en 2022, les évêques en France organisaient des processions pour demander la pluie, entonnant un téléhymne contre la sécheresse. Je crois que on peut tous se demander si Dieu existait, est-ce qu'il aurait fait supprimer la canicule juste le temps de notre congrès. Donc, voilà. Je ne vous demande donc pas de prier, ni de danser, mais de chanter. Et je vous propose de conclure en chantant l'Internationale, parce que peut-être qu'elle fera pleuvoir si nous chantons faux, mais surtout elle nous donnera du cœur à l'ouvrage.